Salut tout le monde, c'est Don Mario. On va terminer la partie sur le culte de la personnalité. Et là, on va parler, tout simplement, on va faire la suite. C'est rien de plus simple. On va le faire en un seul trait. C'est la dernière partie. Ah, je perds du temps. Bon, allez. Alors, en ces temps de fébrilité politique, en ces temps où l'image si puissante et si attractive sert à faire adhérer les plus grands nombres au risque de soumettre l'essentiel du discours au joug de la glace déformante, la menace de franchir le Rubicon est toujours présente. La frontière est d'autant plus ténue, et poreuse que l'envie de passer de l'acceptable à l'inacceptable est tentante même, je dirais. La vigilance et rigueur, le culte de la personnalité est en filigrane. Filigrane, si je dis bien ça, ouais, c'est ça. Aucun secteur de la société, d'aucune région du monde, que le champ soit politique, social ou religieux, que l'on soit chez des populations primitives ou dans nos sociétés occidentales modernes. Aucune culture, aucune civilisation fut être isolée et protégée de tout apport extérieur. Excusez-moi. Aucune n'est restée à l'abri du culte de la personnalité. Le fait paraît non seulement universel, mais répandu et infiltré dans toutes les couches des populations de manière rémanente et incurable. Ainsi, pouvons-nous partir du postulat suivant qui prend en compte le fait que vouer une culte à quelqu'un ou à quelque chose qui représente et identifie cette personne fait intrinsèquement partie de la nature humaine? Bah oui. Mais serait-ce cela un travers que de vouer un culte à quelqu'un? Pour répondre à cette question, il semble nécessaire de tracer des lignes de force qui permettent de développer un culte de la personnalité. Il est le plus souvent basé sur la création d'un mythe qui se veut être le plus parfait possible. Mythe de la personne elle-même ou mythe au service de la personne, tel celui des dieux du stade censé consacrer la suprématie de la race aryenne. Oula, que Leni Riefenstahl, tu sais, les noms allemands, j'aime pas. Cinéaste, ouais, ok, super. Cinéaste nazi. Allez, c'est bon. Stop, on a ta vidéo. Stop. Des têtes de plouc. Allez. Alors, il réalisa en 36, j'ai envie de dire oui, à l'occasion des Jeux de Berlin. Ok, bon, super. Dans une interview accordée à un journal, elle déclara: pour moi, Hitler est le plus grand homme qui ait jamais vécu. Bon, bref. Il est vraiment parfait, si simple et en même temps tellement plein de puissance masculine. Oh putain, je te jure, j'ai envie de rigoler, sincèrement. Alors, il est vraiment beau, il est brillant. Super. Bah, fais comme tu veux, toi, mais moi, je m'en bats les couilles, tu sais. Il est radieux. Tous les grands hommes de l'Allemagne ont eu des défauts. Il n'y a que des défauts, j'imagine. Les partisans d'Hitler ne sont pas immaculés. Lui seul est pur. Super. Pour ce faire, il est nécessaire d'injecter à dose massive dans l'inconscient collectif qui peut être un groupe social par exemple. Le principal ingrédient qui est l'exceptionnel sans exceptionnel par... mon Dieu, je suis égaré là, mon Dieu. Oh là là, mon Dieu, je suis complètement égaré. Attends. Bon, je suis bien... Ah ouais, bon, il faut que je me mette debout parce que là, c'est pas possible, c'est vraiment pas possible. Alors, il est nécessaire d'injecter à dose massive dans l'inconscient collectif qui peut être un groupe social, par exemple, le principal ingrédient qui est l'exceptionnel. Sans exceptionnel, pas de vénération.
pas d'idolâtrie, pas de culte. Donc pas de carburant pour exalter les foules et pour prendre le pouvoir durablement. Ainsi, les exploits ou les exploits de la personne qui se vendent hors normes couvrent un ensemble de faits qui vont prendre un caractère surhumain, voire surnaturel par la seule force de la rhétorique. Ainsi la bravoure, l'intelligence, l'humour, la force, le grandeur d'âme seront autant de traits qui vont amener à la masse du peuple très perméable à la manipulation psychique, forcément, à vénérer et à adorer. Super. Bien entendu qu'il n'y a pas de fait avéré, ce qui est souvent le cas. La créativité humaine est là pour pallier les déficiences, elle aussi tellement humaines que l'individu. C'est même la pratique la plus répandue et ô combien elle est jouissif. Forcément, je vais boire un petit coup. Concentration, concentration. Qu'est-ce que je viens de dire là à l'instant, mon Dieu? Il faut surtout pas se concentrer, c'est important. À ce jeu pervers, enfin c'est super là. On ajoutera pour transformer le fait banal ou inventé en modèle exceptionnel quelques superlatifs. Une bravoure merveilleuse, une intelligence rayonnante, un courage titanesque sont autant de superlatifs qui renforcent la dimension importante de l'acte et son exemplarité. Et comme l'être humain n'est pas avare d'idées, il sera rajouté une phraséologique, elle aussi exceptionnelle et sulfureuse parfois. Il avait une bravoure de toutes les diables qui en faisaient les dignes fils d'Arès. Sa magnifique intelligence l'avait guidé dans l'absorption de tous ses concurrents, mais les plus revêches. Son courage titanesque n'avait égal que l'éclair aveuglant du canon. Le culte de la personnalité, c'est donner l'action d'exacerber les bons côtés de l'individu, qu'ils soient réels ou fictifs, tout en prenant les plus garants soins d'occulter les plus sombres et les plus anodins. Le maquillage des instincts les plus bas est d'ailleurs une pratique généralisée qui se joue dans ce genre d'entreprise des gardiens les plus vigilants de l'ordre moral. Oui. En faisant muter les pires défauts vers des qualités remarquables, le culte, c'est fondamentalement rendre l'hommage à une personne, forcément, sans quelque sorte d'avoir une pratique réglée, organisée au sein d'un rituel codifié dans lequel l'ensemble des membres est considéré comme un. Dans le champ religieux, il ne fait pas de doute que la Kaaba, bien qu'objet sans personnalité, soit adoré et vénéré en face objet d'une pratique réglée. Cependant, nous ne sommes pas dans le culte d'une personnalité. Bien que l'objet en tant que tel symbolise un individu fut-il suprême, le culte, c'est adorer, vénérer et vouer une admiration certaine à un être humain. Et pour être vénéré, il n'est pas besoin d'être vivant. Mieux, parfois, il est de bon temps de s'expatrier dans l'au-delà pour être plus aisément adulé. Ouais, voilà, c'est tout. De manière, la contestation devient quasiment impossible et les fertiles cerveaux des exagérés peuvent donner libre cours à leur inspiration et rapprocher le mythe de la réalité en y attribuant le caractère du vrai. Lénine, par exemple, fut plus facilement vénéré, transformé en momie qu'incarné. Oui. Alors que son successeur, lui, adulé de son vivant, s'est transformé en tyran après d'être arrivé sur l'autre rive du Nil lors du congrès du PC
du Parti communiste, si tu veux, de 1956 à Khrouchtchev. Khrouchtchev fit tomber une chape de plomb sur l'auditoire à l'annonce des crimes staliniens. Et nous voici dans le sein des saints du culte de la personnalité en tant qu'aptitude politique. À différents degrés, bien sûr, il privilège l'image du chef par assimilation à des objets qui le symbolisent, ou de son vivant, ou dans un culte post-mortem. Ainsi, dans le premier pas, gravir lentement entouré d'une cour d'admirateurs, la roche de Seutré est aussi une pratique réglée. C'est un rite, comme l'est dans le second cas le défilé alternatif du 1er mai des nostalgiques de la Francisque, qui s'agissent autour de la statue de la pucelle d'Orléans, qui s'appelle Jeanne, au secours. Le culte de la personnalité du temps du vivant est complètement instrumentalisé par un appareil politique au service exclusif du despote. La construction d'un héros, Stakhanov, ou d'un tireur d'élite dans le film Stalingrad, est véhiculée par une propagande que, de nos jours, nous appelons communication médiatique. Cependant, elle ne possède d'autre but que celui de renforcer à travers son héros, forcément. L'identification d'un peuple à une patrie, à un pouvoir en place ou respire, ou de nos jours à de grands capitaines d'industrie, mais cependant, dans de nombreux cas, elle travaille pour un chef ou parfois pour une cause qui le sert aussi. Ainsi, assistons-nous à l'improbable transformation, celle où la personnalisation devient un symbole et a fait l'objet de culte. Cet assemblage matérialisé à travers l'individu devenu l'instrument de sa propre démesure, le sentiment d'unité qui soude et développe l'identification commune de n'importe quel groupe humain, dès lors qu'il y a amour, car bien entendu, il y a quelque part le plaisir d'aimer dont nous savons tout qui est partial, amour obscur, narcissique le plus souvent, mais aussi amour débordant, et parfois légitime, d'un petit cercle de fidèles qui déclenche ou valide le processus de culte de la personnalité. Je n'ai pas fini, on est bientôt à la fin. Précédemment, j'évoquais le narcissisme et l'amour. Et oui, comme je vous l'avais dit, comme c'est indiqué là-dessus, le narcissisme, c'est ce que j'avais fait il y a quelques semaines, il faut le savoir. Or, la plupart des dictateurs se sont affublés de surnoms qui symbolisent la paix, ce qui est vrai. La sérénité, le guide, la notion de père et celle du chef. Dans ce surnom, il soigne la blessure narcissique qui ne s'est jamais vraiment cicatrisée. Il compense la stérilité affective et humaine. Le petit père des peuples n'est qu'un exemple. Mais nous avons tous en mémoire le Caudillo, le grand Timothée, le Führer, ce truc risque de faire peut-être fureur, le Dus, le guide de la révolution islamique. Super. Le sens peut être affectueux, bien sûr, et certes, il se veut unificateur, mais le plus important est de donner l'image la plus humaine possible. Ainsi, pour grimper l'animal violent et le barbare qui se tapit en eux, il s'affuble de la ouate, la plus fine et de la soie la plus parfumée, pour couvrir leur corps et de métal ou sonne d'un cœur de plâtre qui depuis bien longtemps ne palpite plus pour l'humanité qui est entourée. Ou qui les entoure plutôt. Et lorsque Kant parlait de ces despotes éclairés, notons que l'éclairage reste bien blafard lorsqu'il
s'agit de maintenir la majorité dans la minorité au sens philosophique du terme où le mineur n'est pas émancipé. Le culte de la personnalité est donc une méthode pernicieuse. Bien sûr. Penser, réfléchir, organiser, planifier, appliquer et contrôler partout, en tout temps et en tout lieu. Elle permet, par sa charge symbolique, de nimber le narcissique en construction d'une aura divine. Et que ce soit de son vivant ou après son décès. En effet, chacun sait que la vie n'apporte pas toujours la reconnaissance et la gloire. Alors la mort se charge parfois d'une reconnaissance posthume qui dote l'idolâtrie post-mortem, d'une essence intellectuelle qui ne contesteront pas les exégètes. Il faut vraiment que je me concentre. C'est bientôt fini. Courage. Allez, courage. On y est presque. Le culte de la personnalité est donc bel et bien un outil dangereux, mais si bel outil, si brillant, si tendant, il est outil de domination, forcément. Outil de pouvoir, outil de contrôle de la pensée. Donc il est outil d'oppression. Il est outil servant à créer de façon déguisée l'adhésion spontanée et affective à un système de valeurs protégé par des gardiens du temple. Autoproclamé par ceux qui, groupuscules anarchiques et dogmatiques, pensent détenir non pas une vérité, mais la vérité, carrément la vérité plutôt qu'une vérité. Non pas une histoire, mais l'histoire, qui pense détenir une mémoire, un projet, un unique chemin. C'est un outil d'aliénation civique et politique que ces oligarchies qui se défendent entre elles manipulent avec dextérité, pour autant qu'il ne faut pas oublier les discrets, ces ombres monochromes et parfaitement invisibles qui travaillent à débarrasser des moindres aspérités et des plus infimes défauts de leurs candidats. Ne sont ce pas là ceux dont il faut se méfier plus que de tous les autres. Il est donc nécessaire de garder l'esprit critique et l'intelligence citoyenne, ce qui n'est pas la condamnation et la réfutation sans raison, mais le livre d'exercer de la critique constructive dépourvue de passion. Ce paradigme de culte de la personnalité exerce sur nous une puissante force d'attraction. Cette force doit être centripède et nous inciter à nous comporter comme des animaux sauvages qui fuient le danger du prédateur tapis dans l'ombre contre le vent et marées pour penser loin des ruses et des idolâtres. Bon voilà, j'en ai terminé de ce sujet. J'espère que ça vous a plu. C'était un petit peu long la dernière partie du sujet, c'est normal que je fasse des vidéos comme ça. Enfin, parce qu'en fait, vous connaissez l'habitude avec la YouTube, avec YouTube, tu sais, ils ont changé le politique et tout ça, faut savoir. Donc j'espère vous revoir bientôt pour un prochain sujet. Sur ce, moi je vous dis mes amis, à la prochaine et à bientôt.